Bonjour tout le monde. Nous rendons hommage cet après-midi à celui qui nous a quittés il y a 25 ans en étant inhumé au Bonneau et qui terminait sa longue route il y a 50 ans. Donc on avait ce fameux double anniversaire, quart de siècle et demi-siècle, autour de la mémoire de Bernard. Quand on a côtoyé si longtemps les grandes étendues qui vont jusqu'aux étoiles, plus loin que les étoiles, on revient avec d'autres yeux. Ce long face-à-face avec moi-même amorce une vision plus haute et plus étendue de nos responsabilités vis-à-vis de la planète. La longue route s'est révélée être un tournant dans la vie de Bernard. Il a pris conscience de faire partie intégrante de la nature et d'appartenir à cette humanité qui est responsable de sa destruction. Utopiste pour certains, visionnaire pour d'autres, il traduit ensuite dans ses actes et dans ses écrits sa vision de la nécessaire évolution des consciences et des comportements en essayant des voies nouvelles pour éviter ce qu'il pressentait comme la catastrophe écologique et humanitaire à venir. Dans un premier temps cet après-midi, nous allons vous présenter deux témoins de sa vie qui vont nous parler de deux époques charnières entre les deux dates anniversaires, celle de Aé, de la période de Aé en Polynésie, où le surnom de Tamata lui fut donné par les Polynésiens, et celle de la rédaction de ses mémoires, Tamata et l'Alliance, qui est paru en France plus tard. Et nous comprendrons mieux ce surnom de Tamata, qui veut dire essayer en tahitien. Ensuite, nous donnerons la parole à des expérimentateurs qu'on pourra appeler des nouveaux Tamata qui œuvrent aujourd'hui dans son sillage et qui sont rassemblés autour de Roland Jourdain. Je vous présente donc Ileana Dragissi, la compagne de Bernard Moitessier en Polynésie, à Aé. Merci. Merci d'être venu. Je suis l'avant-dernière. Ok. On a été plusieurs comme ça dans sa vie. Donc, alors, quelques mots au propos des atolls. Donc, pour moi, un atoll, c'est un espace... c'est vivre dans un atoll, c'est avant tout vivre sur l'eau, entouré d'eau, et avec une rare végétation, comme le piri-piri, enfin des arbustes très costauds, bien sûr les cocotiers. Dans ce temps-là, Aé était relié à la plus proche atoll, Manihi, par 2 heures de Kao, K-A-O, c'est-à-dire c'est un bateau à moteur. Un simple bateau, un bateau à moteur. Maintenant, il y a une piste aérienne, donc il est plus facile de rejoindre Aé, c'est pas la passe qui peut être difficile à certains moments. Et pour nous, ça a été une partie du platier recouvert de sable. Vraiment, Bernard l'a très bien décrit, c'est un endroit plutôt chaud. Et les personnes qui nous ont laissé occuper cet endroit étaient Tepuku et Raomati, et je pense qu'on retrouve ces noms dans les bouquins de Bernard. Nous avons passé un certain temps, donc c'était entre 75 et 78, 3 ans, occupés d'intermèdes de retour sur Tahiti ou à Suvorov. C'est encore un atoll des Cook, des îles Cook. Quand nous étions là-bas, c'était une existence très, très calme, très proche de la nature, mais occupée à toutes les tâches qui sont le lot des gens qui vivent dans la nature, c'est-à-dire il n'y avait pas de magasin, si on voulait du poisson, il fallait aller le pêcher, ou avoir un petit parc à poissons. Et Bernard était très, très intéressé par faire des cultures, donc avoir un jardin potager, donc c'est-à-dire à partir de rien, à partir de cette surface de platier, c'est-à-dire du corail,
ouvert à tout vent, on a mis des couches et des couches et des couches de branches de cocotier. C'est ce dont va être fait nos 2 farés sur pilotis. Et ces branches, on appelle ça du niaou. Et c'est ce qui a fait donc la couverture, l'entourage. Et c'était surpiloté parce que Bernard ayant vécu dans l'Indochine et dans différents endroits où c'était mieux d'avoir d'habiter sur pilotis quand on est au ras de l'eau, au cas où il se passe quelque chose de désagréable. Et c'était aussi l'endroit où on logeait tout ce que, vous savez, tout ce qu'on amène. On amène des trucs et on les met dans des boîtes. Qu'est-ce qu'on fait des boîtes? On les met sous le... C'est très pratique. Alors, donc, nos journées n'étaient pas seulement occupées à vivre des moyens du bord, c'est-à-dire aller à la pêche 2 fois par jour ou avoir notre... Actuellement, on avait, pendant un moment, vers la fin de notre séjour, on a eu un parc à poissons. Alors, les poissons rentraient, mais ça ne veut pas sortir. Alors, moi, quand j'allais, quand Bernard n'était pas libre pour faire la pêche, moi, j'allais dans le parc à poissons. Et les poissons, moi, avec mon panier, vous savez, voilà, maille 13 en grillage. J'essayais de faire ça, les poissons m'évitaient d'un coup de queue nonchalant. Et puis, au bout d'une demi-heure, Bernard! Alors Bernard arrivait avec son patia, c'est-à-dire une lance avec... et tout de suite, le comportement des poissons changeait radicalement. Et puis, c'était un peu la panique quand ils voyaient les jambes de Bernard. Les miennes, pas très impressionnantes, hein. Alors, donc, si on n'avait pas ces poissons, donc toujours 2 fois par jour, des poissons frais, hein. C'est pas mal comme... Je voulais vous dire quelques mots sur nos farés. Les farés, c'était les maisons qu'on habite sur les atolls, hein. Aussi à Tahiti. Hein. Mais, donc, c'était surélevé sur pilotis, comme je vous ai dit, et le tout était fait donc avec le niaou, N-I-A-U, qui vient donc des palmes de cocotier. Et on n'avait pas de porte, on avait, pour nous protéger du vent, comment on appelle ça? On avait des ouvertures, donc, où on pouvait placer le volet, et on abaissait le volet la nuit pour pouvoir faire la différence entre, pour être tranquillement isolé dans notre petit coin. Mais rien ne fermait, il n'y avait pas de vitres, ça n'existait pas là-bas, enfin ça n'existait pas dans ce temps-là, quand on a un faré. Et le toit était également en niaou, tout. Et ça donnait un endroit très ventilé et très agréable. Alors que dans le village de Tenukupara, le village donc de Haepra, le village principal, moi je ne sais pas, il y a peut-être d'autres villages depuis les années 75, 78, mais leur faré était construit surtout avec des toits en tôle et était beaucoup plus chaud que notre construction aérée par le vent. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc pas de porte, pas de vitre. Et d'ailleurs on avait donné refuge à un fou de bassin jeune qui était tombé du nid. Et s'il avait été trouvé par des pomotou, il aurait fini dans la casserole. L'ado, il avait une aile cassée, j'ai essayé de la remettre pour qu'il puisse mener une vie normale. Et j'ai peut-être laissé trop longtemps, j'ai laissé 3 semaines bloqué. Et alors il avait une façon il avait beaucoup de mal à s'envoler, c'était laborieux, mais il atterrissait toujours sur le toit de niaou et puis il se laissait tomber par terre.
C'était très sympa. Et il attendait que Bernard lui cherchait du poisson. Donc ça faisait partie de notre vie. Donc Bernard s'est mis à baguer les cocotiers très vite. Il grimpait à un cocotier d'une façon spectaculaire, peut-être vous avez été témoin. Il mettait un lien entre ses jambes là pour lui donner une assise et grimper comme un. Et de là, à faire tourner les cocos pour les faire tomber. Bon, il n'était pas le seul à connaître la méthode. Hein. Alors, donc notre vie, c'était vraiment pourvoir à nos besoins. Et ça comprenait aussi, donc, Bernard, son compost. J'ai jamais fait de compost depuis que j'ai plus vécu avec Bernard, parce que ça consistait à faire des tout petits morceaux de chaque pot de fruits, des agrumes, etc., etc. Et à la langue, ça devient un peu dur. Donc, on faisait ça, et il allait chercher même des holoturies, c'est des espèces de concombres de mer, je ne sais pas comment vous savez de quoi je parle, qui vivent à la surface, en dessous, sur le sol, en dessous sous la mer, hein. Et elle est coupée en petits morceaux, et je me souviens du jour où il a pris sa boque, des boques en fer du bateau, et il a mis de l'eau, il a creusé un peu, il l'a mis sur son compost, et l'eau est devenue un peu tiède, enfin assez tiède pour l'assurer qu'il était dans la bonne voie avec son compost. Et donc on a fait pousser les légumes, on avait amené plusieurs petits arbustes, on avait notre citronnier qui n'a pas eu le temps de... Nous ne sommes restés que 3 ans, donc notre citronnier n'a pas eu le temps de produire grand-chose. Par contre, les papayers en 1 an commencent à avoir des fruits, comme vous savez. Et s'il y avait encore... les pastèques. Les pastèques, ça pousse vite. Donc on les nourrit bien et on est récompensé. Donc on était visité 1 fois par mois par le Manavar. Enfin, je ne sais pas je ne pense pas que ce soit le même bateau maintenant. Il venait donc 1 fois par mois chargé de vivres et nous y faisions la provision d'œufs. Parce que les quelques poules du village avaient beaucoup de liberté et je ne sais pas comment les habitants arrivaient à récupérer des œufs, hein, j'en sais rien. Et au fait, je voulais vous dire, pour aller au village, c'est-à-dire nous étions séparés du village par un platier où l'eau courait et c'était là que nous avions on utilise une paire de on marchait pieds nus, hein, mais pour traverser le platier à serrer, avec l'eau courante même, on avait des sandales en plastique. Tout le monde les a, ceux qui sont allés qui ont vécu à Tahiti ou dans les coins, on sait ce que c'est. Et alors on traversait, on mettait nos savates accroché au haïto. Qu'est-ce que c'est le haïto? C'est l'arbre de fer ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent. Et jamais un gamin, farceur ou quoi n'aurait enlevé ses chaussures de là pendant qu'on était ailleurs. Et on les retrouvait en revenant pour traverser le platier. Et c'était le seul moment où nous portions des chaussures. Les vêtements étaient également très restreints, maillot de bain, une pièce, 2 pièces, et puis un paréo. Ça suffisait. Donc, ça ne coûte pas cher d'élever les enfants quand il ne faut pas les rhabiller, là, ils grandissent. Donc, c'était parfait, ça. Et donc, au village, on avait quand même un problème sur place qu'on a résolu. C'est-à-dire que sous le platier et au-dessus de l'océan se trouve une couche mince d'eau douce. C'est Bernard qui m'a révélé ça. Et
sur notre platier, il y avait également des trous de tupas. Les tupas sont des crabes de terre qui creusent jusqu'à la lentille d'eau douce. Et grâce à cette lentille d'eau douce, les moustiques, les quelques moustiques du coin, venaient pondre leurs larves. Et les larves, faisant surface, faisaient plein d'autres moustiques. Bon, alors Bernard avait une technique qu'il amenait de son Indochine natale, c'est qu'on mettait, c'est peut-être plus écolo maintenant, mais enfin, on mettait une goutte de kérosène, du pétrole, c'est ça, les larves ne pouvaient pas vivre. Donc, les quelques moustiques qui avaient à Poro sont morts. C'était bien. Par contre, au village, il y en avait beaucoup. Et l'animal, enfin, l'espèce qui nous donnait beaucoup de problèmes à chaque fois qu'il venait, et c'était juste environ pendant 4 ou 5 semaines, c'est tout, pas plus, c'était des nonos, ou yin-yin aux Antilles, hein, les nonos. Vous connaissez ce que c'est, les nonos? Bon. Donc, les nonos, c'est quelque chose qu'on ne voit pas pratiquement. Petite bestiole qui vous pique, et ça démange tellement. En général, on fuyait. Dans la journée, c'est OK, mais à la tombée de la nuit, et pour la nuit, donc on allait au bateau, on allait sur Josua. Bernard y allait à la nage, et moi dans le dinghy avec notre fils. Et j'avais le choix entre me gratter ou ramer. Il fallait mettre autant de distance entre nous et eux. Et donc, les gens du village, il y a un grand pire. Ceux qui sont allés à Haye, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Non. Okay. Ils ont un grand. C'est un quai sur l'eau. Là, comment on appelle ça? Un quai? Hein? Jeté. Où s'amarraient quelques bateaux de passage d'ailleurs. Et donc eux passaient la nuit donc, aussi loin qu'ils pouvaient, en toute compagnie. Ça se passait très très bien. Et bon, le matin, on est et c'était une petite entre. C'est pour vous donner une idée de la vie. Alors la vie, c'était donc aller chercher des poissons tous les jours, s'occuper du jardin, de temps en temps aller au secteur, on l'appelait, comme tout le monde l'appelle, dans le coin, et qui se trouve... Ah, merci. Donc tout au fond de l'atoll, où il poussait des Pisonia grandis, qui donnait une terre très riche, dont Bernard était friand pour son jardin. Je dis bien son jardin. Moi, j'étais une aide simplement sur son jardin. Et il pouvait travailler avec une nuée de moustiques autour de lui, comme si les moustiques l'évitaient. Je comprends, je ne sais pas son secret, mais en tous les cas, moi, Stéphane et moi, notre fils et moi, on était en train de se gratter et on allait du côté océan et on allait, on montait, on descendait, on découvrait tout ce qui pousse le long des côtes et c'est comme ça qu'on fait. Bon, ça vous donne déjà une petite idée de ce que représente la vie. Ça vous donne une idée de ce que représente la vie? Bon, je ne voudrais pas prendre trop de... Alors donc, maintenant l'atoll d'Haye a sa piste. Donc, on peut y venir en toute impunité, sans savoir naviguer, sans savoir faire le truc d'une façon sportive ou quoi que ce soit. Et arriver au village d'une façon très calme, en évitant les patates, enfin bref, pas sur un bateau de surface. Et je regrette toujours de ne pas avoir été sur un des bords, de la passe, pour voir Josua toute voile dehors en train de prendre la passe avec
avec le courant entrant, bien sûr, parce que c'était pas la peine d'essayer autrement. Bon, voilà, alors ça c'est mon expérience, et on a fait. Et alors, bien sûr, aux vacances de Stéphane, on filait donc soit à Tahiti, soit dans une autre île. Voilà. Ok. Voilà, merci beaucoup Ileana. Vous aurez l'occasion, amis qui est au pied du podium, de poser des questions en fin d'intervention de tous les protagonistes. Je vais donner la parole maintenant à Véronique. Véronique qui a introduit l'après-midi, et Véronique fut la compagne des dernières années de vie de Montessier. Elle va l'évoquer en parlant de l'écriture de Tamata et l'Alliance. Et donc, tu as accompagné Bernard et tu as vécu avec Bernard jusqu'à sa mort, malheureusement en 1994. Et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Bernard sa tombe est au Bono. Pardon. Véronique. Merci Philippe. Oui, donc moi je voulais parler d'une deuxième période, grande période de vie de Bernard après la Langue Haute, après l'expérience de Hae, l'expérience de la Terre. Et c'est l'expérience donc de l'écriture. Quand j'ai rencontré Bernard en Polynésie, il était en train de ramer sur un projet de livre qu'il avait depuis très longtemps, parce que je crois déjà de ton temps il en parlait. Donc il avait un besoin impératif d'écrire ce livre qui va devenir un livre testament. Et il n'y arrivait pas, donc il est venu en France et c'est là qu'il a réussi à travailler son livre dans d'autres circonstances, loin des soucis du bateau, même aussi un peu loin de la terre. Il était enfermé volontaire pour écrire. Ce que je voulais transmettre, personnellement, j'étais frappée par son besoin impératif de transmettre. Et je pense que ça lui vient, de ce que je comprends, de justement cette vie en Indochine, où il avait rencontré, entre autres, un vieux bonze, ce fameux vieux bonze de la grotte des Sapèques dont on parle souvent, qui lui avait dit qu'il y avait 3 écoles dans la vie: l'école du voir, l'école du faire et l'école du transmettre. Et que même ces 3 écoles étaient un peu mêlées, en fait. Et Bernard était résolument dans l'époque de l'école du transmettre quand j'ai vécu avec lui. Et même, ce qui était impressionnant, c'est que agir, réaliser une nouvelle aventure, repartir, faire quelque chose, n'avait de sens que si derrière c'était transmis par l'écriture. C'était chez lui très très imbriqué, l'action et la transmission. J'ai été frappée aussi par sa ténacité, parce que quand même ça a duré 8 ans et demi. Et il n'a jamais baissé les bras, mais il a beaucoup douté, il a eu beaucoup de mal à démarrer, il a même essayé de se faire aider par quelqu'un qui écrirait à sa place, alors qu'il avait quand même déjà écrit 3 livres. Et en fait, non, c'était pas du Moitessier, ça passait pas. Donc il s'y est attelé, et je pense que c'est comme pour sa longue route, comme quand il y avait un objectif à atteindre, quand il s'était fixé un objectif, il y allait coûte que coûte, et il n'y avait pas de distraction possible. C'était l'impératif, et il allait jusqu'au bout. D'ailleurs, il a été jusqu'au bout, mais malheureusement, il n'a pas fait tellement plus que d'aller jusqu'au bout, parce qu'il est parti 7 mois après la fin du livre. Autre chose qui m'a frappée, c'est sa capacité à se concentrer sur une tâche, encore une fois, sans cesser de distraire. Alors ça pouvait être aussi bien l'écriture de livres que de travailler sur les meubles qu'il a fait dans la petite maison qu'on a à côté d'ici. C'était quelqu'un qui était très concentré. Et ce matin, on a lu des extraits de Tamata et l'Alliance. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Il parlait toujours de ces pêcheurs qui étaient tellement concentrés dans leur tâche. Par exemple, pour calfater un bateau, pour pouvoir réussir à bien calfater, il fallait entrer dans la fente en même temps que les toupes pour voir avec les yeux de l'eau par où elle passe. Donc c'était une image qui me reste très, très vivante, parce que je crois que quand il était sur une tâche, il était vraiment comme ça.
Alors pourquoi est-ce qu'il écrivait? Je disais que c'est écrire, il disait que c'était pour rendre ce qui m'a été donné et pour transmettre ce que la vie lui avait enseigné. Bernard a donc beaucoup appris avec les pêcheurs du village de vacances au Vietnam, parce qu'il considère carrément que ce village, ce sont ses racines, et que les pêcheurs, ce sont ses maîtres. Et sa philosophie de vie, dans la simplicité de moyens, en contact direct avec les éléments naturels, comme Ileana nous a raconté aussi, le respect des anciens, alliant pragmatisme, curiosité d'enfant et dimension spirituelle, je pense, lui viennent de là. Et dans ce livre, il rend hommage à ce village, à ses maîtres. Il a aussi vécu de nombreuses épreuves. Vous connaissez l'histoire de ces naufrages. Il y a aussi eu d'autres, bien sûr, épreuves dans sa vie. Et à chaque fois, il le disait lui-même, il a reçu de l'aide pour rebondir. À chaque fois, il est reparti avec un nouveau bateau. À chaque fois, il a pu remonter la pente. Et ce livre est aussi dédié à tous ceux qui l'ont aidé sur sa route. Et moi, je rajoute que c'est un témoignage de résilience, même si à l'époque, on ne parlait pas de ce mot. Transmettre ce que la vie lui a enseigné. En fait, ce livre, cette fois-ci, ce livre traduit toute sa vie, transmet toute sa vie, pas seulement en tant qu'un voyage maritime ou des aventures. Donc c'est un livre, une forme de testament. Et le titre, Tamata et l'Alliance, traduit sa philosophie. Tamata, c'est essayer en tahitien, essayer pour faire autrement, essayer, expérimenter par soi-même. Et l'Alliance, c'est tenter de vivre en harmonie avec l'univers et avec les dieux de son Asie natale. Dans ce livre, on découvre ses racines indo-chinoises, ses aventures maritimes, mais aussi ses combats, ses conflits intérieurs, son côté visionnaire sur l'évolution de l'humanité, ses appels à changer notre relation à la nature et même de changer de niveau de conscience. Utopiste, visionnaire, lanceur d'alerte avant l'heure, il était déjà conscient des enjeux de survie de l'humanité et nous incite à changer nos habitudes et nos routines et à agir avec plus de conscience de l'impact de nos actes. Partager et vivre en paix sont ces pratiques de la récupération, recherche de solutions simples, solidarité par le partage des fruits de la terre, comme planter des arbres fruités dans le domaine public, l'urgence de changer des comportements dans notre relation à la nature, cesser de bétonner et respecter les arbres centenaires, comprendre l'utilité de l'équilibre de la nature, l'utilisation du compost, Yana a fait une belle démonstration, respect de toute vie, agir pour la paix, changer les paroles de la Marseillaise, il avait proposé ça, trouvant que c'était trop sanglant, favoriser la communication entre les peuples par l'enseignement des caractères chinois dans toutes les écoles. Donc à mon tour, j'ai souhaité transmettre, en rappelant cette période phare, terminale et importante de sa vie, ses combats et ses messages étant terriblement d'actualité. Et comme l'a écrit Gérard Janichon, qui n'a malheureusement pas pu venir, il écrivait dans une préface « Bernard, tu n'es pas un cueilleur, tu es un planteur. Récolter ne t'intéresse pas, surtout s'il s'agit d'argent. Ce que tu aimes, c'est planter et regarder grandir, aux autres de prendre le relais. » Bernard n'était donc pas homme à regarder en arrière, plutôt à regarder vers l'avant. Il n'aimerait pas qu'on s'apesantisse par des mots sur sa mémoire. Je me réjouis d'entendre maintenant des porteurs de projets qui prennent le relais et que l'on pourrait appeler les nouveaux Tamata pour faire évoluer notre relation avec la nature, l'univers et la planète. Oui. Véronique a oublié une toute petite étape avant que nous découvrions ensemble les nouveaux Tamata. Non, il y avait juste une personne qui devait témoigner, une troisième personne, Mishka Selinger-Châtelain, qui malheureusement n'a pas pu venir. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui a connu Bernard
et qui pourrait juste témoigner s'il avait envie. Et je pense à Eugène, qui était là tout à l'heure. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui peut témoigner de cet aspect-là de Bernard, juste en quelques mots? Bonjour à tous. J'ai connu Bernard tardivement, grâce à Véronique, avec Brigitte, mon épouse, qui est là aussi. Et je voulais simplement parler, au-delà des multiples facettes que vous avez pu découvrir tout au long de ces journées, du côté artisan, qui confine à l'artiste, à mon point de vue. C'est-à-dire, il était venu, je vous raconte une petite anecdote tout simplement, il était venu dîner un soir avec Véronique dans notre modeste pavillon de banlieue, donc à des années-lumière de son univers habituel. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'est senti tout à fait immédiatement à l'aise dans ce milieu qui n'était pas le sien. Et c'est un peu frais, on a décidé de faire un petit feu. Et tout de suite, il s'est mis accroupi près de la cheminée et il m'a montré sa manière à lui de faire le feu dans une cheminée. Donc je n'oublierai jamais cette leçon qui était très particulière, que j'ai utilisée de temps en temps, effectivement, et qui marche très bien. Je vous la raconterai en privé si vous voulez. La deuxième chose, c'est que c'était un artisan formidable. Je voudrais simplement peut-être faire l'éloge de la chambre à air. La chambre à air était un matériau absolument exceptionnel pour Bernard Moitessier. Vous avez pu le voir si vous êtes monté sur Josua, la manche à air en chambre à air, qui je crois n'a jamais été supplantée dans son efficacité et sa simplicité. Il utilisait aussi des morceaux de chambre à air pour accrocher toutes sortes de choses. Et c'était absolument hallucinant l'invention qu'il pouvait, et les utilisations qu'il pouvait faire de ce matériau, totalement inutilisé, inutilisable par ailleurs. Voilà donc une simplicité dans la réalisation, une attention, comme l'a dit Véronique aussi, et une concentration dans ce qu'il faisait, ça m'a toujours frappé. Une capacité à s'extraire du milieu pour réaliser quelque chose de parfait à son sens. En cela, je pense que c'est une démarche d'artiste. Et je pense qu'à son niveau, c'était un artiste. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Donc là, on va donner la parole à ceux que Véronique appelle les nouveaux tamata, c'est-à-dire des expérimentateurs conscients de la responsabilité de l'homme envers la nature et qui vont témoigner de leurs actions. Et on va commencer par Roland Jourdain. Roland Jourdain que beaucoup connaissent parce que je me permets de te tutoyer, hein. C'est absolument pas irrespectueux parce que Roland, tu as été un célèbre coureur au large, je vais y arriver, et tu es toujours, et tu as créé une fondation qui s'appelle Explore, donc je te laisse explorer ton champ à toi. Merci, bonjour. Et ben moi, j'ai pas connu Bernard Moitessier, donc je pourrais pas témoigner de grand-chose, et on risque d'être un peu provocateur. Pour moi, Bernard Moitessier, quand j'avais 15 ans, je me disais, mais c'est qui ce type qui était en tête d'une régate, qui abandonne tout et qui dégage pour partir en vacances? Donc c'était pas franchement du tout mon modèle. Si j'en avais deux à choisir, évidemment, j'avais choisi Eric Tabarly à ce moment-là, parce que ma période d'adolescence, c'est celle où je découvre le grand large, où je découvre via la compétition une façon d'aller au-delà de la ligne d'horizon. Et je vais rester dans la compétition jusqu'à aujourd'hui, parce que comme beaucoup de passions, c'est une drogue dure, la compétition. Mais le truc, c'est que au fur et à mesure des courses, de l'avancée, de l'âge, des enfants qui arrivent peut-être, enfin bon, de la vie qui passe, l'accélération des bateaux m'a fait paraître la planète beaucoup plus petite, parce que on fait le tour du monde aujourd'hui sur les bateaux de course, sur les bateaux les plus rapides, hein. On a battu Jules Verne dans le début des années 90. Aujourd'hui, en solitaire, autour du monde, c'est une quarantaine de jours. Donc moi, je l'ai pratiqué sur les bateaux du Vendée Globe.
et que la diminution relative de la planète en rapport à l'augmentation de l'équipage qui l'habite, quand on fait un peu de bateau et qu'on a un petit peu de conscience, on se dit avec les mêmes réserves dans les cales, mathématiquement ça ne peut pas marcher. Donc il y a d'autres voies à trouver, et tout ça, ça me rendait, je dirais, moins performant dans mon métier, dans mon rôle de coureur, parce que j'étais perturbé par le fait qu'on navigue sur le plus beau terrain de jeu du monde, que la mer, l'océan, la course au large, c'est la nature. Il n'y a pas une ligne de démarcation pour les gradins, ni pour la ligne de touche. Mais que faire quand on passe une partie de son temps dans la performance, à regarder si on n'a pas des bâches en plastique dans les safrans, dans les feuilles ou dans les dérives, et que mes bateaux en carbone, au bout d'un moment, ont commencé à, franchement, pour moi, être très impactants dans la conscience, sans penser sans pouvoir quantifier leur impact sur l'environnement. Donc j'ai décidé d'essayer de faire, parce que dire c'est bien, il faut dire les choses, il faut sensibiliser, il faut témoigner, il faut parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous? Alors, comme on a la chance dans le monde de la course au large, quand on a une petite base, une base arrière, c'est d'avoir des ateliers, c'est d'avoir une connaissance des matériaux qui sont nos magnifiques composites qui font nos bateaux de course et qui font aujourd'hui nos avions, nos Airbus, etc., qui, parce qu'ils s'allègent, consomment moins de kérosène et sont moins mauvais pour l'environnement. Mais au final, que fait-on de tout ça à la fin, s'il peut y avoir une fin pour ces matériaux? J'ai décidé de me pencher avec mon équipe sur parce que la nature, c'est très bien fait retenir toute seule. Hein. On voit les arbres qui sont devant nous, les herbes qui sont devant nous, et tout existe dans la nature. Tous les systèmes de collage, de structuration sont là, sauf qu'on a un peu oublié, le temps d'une efficacité énergétique relative depuis un petit siècle, de s'y repencher. Et donc on s'est attaché au monde des biomatériaux, des biocomposites. Comment d'abord par notre univers marin et notre ADN qui nous pousse sur l'eau, essayer de remplacer la fibre de verre, les résines de nos bateaux, par quelque chose de plus propre, de moins sale. Ça nous a amené à une aventure professionnelle maintenant, puisqu'on a créé un bureau d'études et de réalisation dans ces aspects-là, comment moins impacter via des produits issus de la nature et tous biosourcés. Et puis quand on commence à regarder autrement, on commence à faire autrement, et on commence aussi à découvrir des gens qui font autrement. Et on a la chance d'être dans un port, on est basé à Concarneau. Nous, qu'est-ce que c'est un port, hein? Vous le savez aussi bien que moi, c'est un endroit d'accueil, c'est un endroit d'échange, et on donnait des coups de main à des gens qui, pour nous, faisaient des choses merveilleuses. Et moi, j'avais toujours le complexe de me dire, mais pourquoi nous, coureurs au large, on a l'objectif photo ou la caméra sur nous, alors qu'on n'est pas plus aventurier ou héros, dernier héros de nos temps, parce qu'on a la chance d'être sur l'eau et qu'on va un peu plus vite que les autres. Et il y a des gens qui font le monde de demain. Ça m'a replongé 35 ans en arrière aussi, au moment où on commençait à apprivoiser ces matériaux de composites dont je parle, parce que 35 ans en arrière, à part des pionniers comme Eric Tabarly ou d'autres, les chemins de la course au large en tant que métier n'étaient pas vraiment tracés. Donc à Port-la-Forêt, ce qu'on a appelé la vallée des fous, on ne mettait pas 10 balles sur l'avenir du coureur au large. La course au large, je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui sur les répercussions et sur les implications économiques que c'est pour une région comme la Bretagne. Donc je me suis dit, mais là, on m'a fait le coup, ça fait 35 ans. Si on peut essayer de donner un coup de main à ces gens qui, à mon avis, font le monde de demain, ça va pas marcher. Parce que moi, au fur et à mesure de mes milles sur l'eau, je me dis, mais l'exploration, demain, c'est quoi? Aujourd'hui, les satellites, ils nous photographient au centimètre carré. Aujourd'hui, notre planète, elle est connue par la photo. La quête d'exploration pour aller chercher plus et plus loin, il ne nous reste plus que l'espace. Mais si on ne change pas le logiciel, l'exploration de demain, c'est pas d'aller chercher plus pour faire plus. L'exploration de demain, c'est dans cette finitude du monde qui est bien avérée aujourd'hui et qu'il faut bien qu'on se le rende dans le crâne. C'est l'infinitude de solutions pour qu'on vive tous les uns avec les autres en bonne harmonie, entre la nature, l'environnement et nous-mêmes. Et ces nouveaux explorateurs-là, il faut à tout prix les aider. Donc les 3 piliers de notre fonds Explore, puisqu'on a décidé de créer un outil pour mettre au service de ces projets-là, les 3 piliers sont comprendre, innover, sensibiliser. On est évidemment dans la droite ligne
de défricheurs comme Bernard Moitessier, comprendre ces écosystèmes, comprendre que tout ça c'est bien fini et qu'il faut qu'on s'organise entre nous et directement innover pour que les activités, les actions de l'homme soient totalement en harmonie avec la nature, innover techniquement, innover technologiquement, innover socialement dans le rapport du vivre ensemble, tout remélanger, tout checker, et évidemment sensibiliser, qui est le troisième pilier, donc éduquer, participer avec les enfants, les grands, les entreprises, le public. Explore est un fonds de dotation qui évidemment, comme toutes les actions qu'on veut mener, le mène mieux avec quelques euros. Et donc c'est du mécénat d'entreprise principalement. Alors maintenant on a quelques donateurs privés aussi, bien qu'on ne fasse pas de campagne. Mais c'est aussi l'idée d'intégrer complètement les entreprises avec nous, non pas en tant que financeurs, mais en tant que coéquipiers, pour ensemble partager la chose, partager la problématique. On sait que les grumeaux viennent de partout aujourd'hui, on sait depuis longtemps, mais aujourd'hui je crois que l'entonnoir se referme. Il y a des choses à explorer de tous les côtés, dans le rapport humain, dans la façon d'aborder le quotidien de l'entreprise, le quotidien de... Est-ce que le matin, devant ma glace, je peux accepter l'idée que 100% des espèces vivantes ont totalement acquis l'économie circulaire et le zéro déchet? Il n'y en a qu'une qui ne l'a pas encore compris et qui ne sait pas le faire, c'est la nôtre, quoi. C'est quand même... on ne sait pas très bien ce que veut dire la notion d'intelligence dans ces cas-là. Donc Explore, et c'est concrètement une base qu'on met à disposition de ces projets, une équipe à leur service, et une communauté pour essayer de diffuser au maximum ces bonnes pratiques. Et les projets, je vais laisser les projets en parler d'eux-mêmes, puisque je serais beaucoup trop long en fait, je mettrais des heures à les parler, à en parler. Je peux juste dire un mot sur un projet qui est en Polynésie en ce moment, mais une équipe, c'est l'équipe d'Under the Pole. Alors on est réellement dans de l'exploration aujourd'hui, mais ce sont pour moi les custos des temps modernes. On s'est rencontrés, ça fait 7 ans, maintenant un peu plus de 7 ans, à la création d'Explore, où c'est un couple, Guylain et Manu, qui revenaient d'une expédition au pôle Nord géographique, où ils s'étaient fait déposer, et en tirant leur poulka, ils étaient une équipe de 8 personnes, ils faisaient des trous dans la glace et ils allaient voir ce qu'il y avait dessous. Et ils nous ont ramené en fait des images d'un monde qui aura fondu avant qu'on le connaisse. Donc des images très importantes. Donc dans la notion d'engagement et de don de soi, je pense qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Mais ces gens-là, quand on nous a présentés, ils étaient dans la peau d'un coureur au large qui vient d'avoir un succès et son sponsor a arrêté. Et on leur a dit, venez chez nous, parce que c'est pas quand vous aurez des sous que vous aurez besoin d'un coup de main. Et ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on collabore en tous les cas, qu'on essaye de les aider au mieux. Et Under the Pole est sur un tour du monde de 4 ans aujourd'hui. Il a refait l'Arctique l'année dernière. La Polynésie en ce moment, ça sera l'Antarctique, puis un retour vers Concarneau dans plus de 2 ans. L'expédition a été rallongée d'une année. Et ils explorent ce qu'on appelle la Twilight Zone. Donc cette zone, en fait, entre 30 et 100 mètres de fond, suivant les endroits, on va dire, où la lumière arrive et où il y a le noir total, qui, à ce jour, comme beaucoup de parties de l'océan, mais qui est très 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 méconnu. Et en programme concret dans le moment, donc en Polynésie, c'est un travail sur vérifier la théorie scientifique qui dit qu'avec le blanchissement des coraux et la mort des coraux de surface, en fait, il y a une migration qui se fait en profondeur. Et il se trouve que ils viennent de faire une découverte qui, dans le monde scientifique, est une première mondiale. C'est qu'ils ont vérifié qu'un corail qui vivait, je ne me rappelle pas de son petit nom latin, mais qui habitait à la surface, ils l'ont retrouvé donc à 172 mètres de fond, très récemment. Et c'est pour toutes ces variétés de coraux une idée d'aller réensemencer la surface, puisqu'en fait les nurseries se feraient un petit peu en profondeur. Donc voilà, Under the Pole, on pourrait placer de Plastic Odyssey, Simon Bernard, et de son expédition autour du monde pour diffuser des méthodes de recyclage autour des matériaux plastiques, diffuser des appareils les plus simples pour surtout couper les robinets à nos plastiques. Vous avez peut-être entendu les résultats de la dernière étude de la semaine dernière, on en parlait ce midi.
On ingère maintenant, on a les chiffres, donc on savait plus ou moins, mais on a des chiffres sérieux qui viennent d'universités américaines et australiennes, je crois, l'équivalent en microparticules de plastique de 5 grammes de plastique par semaine en respirant et en mangeant. Donc on se bouffe une carte bleue par semaine, à quelque chose près, suivant les endroits où on habite. Donc là, on a des chiffres, on est content, on est intelligent. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je vous laisse parce que ceux qui font les choses, ce sont les projets. Et un hommage évidemment à Bernard Moitessier et un clin d'œil, moi, parce que c'est les hasards de la vie, peut-être que je serais parti sur autre chose, mais à cet âge où on découvre la lecture, moi c'est Loïc Fougeron qui m'est tombé dessus. Et donc j'ai raté Moitessier à un livre près, et je l'ai retrouvé 30 ans près. En fait, voilà. Merci à vous. Je passe la parole à Capucine, une exploratrice, voyageuse, aventurière merveilleuse. Capucine, tu es navigatrice et tu as fait naviguer un bateau de pêche en fibre de jute, formidable, hein, et qui s'appelle Taratari, c'est ça. Taratari dans la suite de Corentin, de Châtel-Perron, de Méditerranée jusqu'aux Antilles. Et Capucine a vécu une expérience à la fois de simplicité volontaire et de résilience. À toi, Capucine. Bonjour, je ne vais pas me lever, c'est pas par flemme, mais c'est que j'ai des petites difficultés. Alors voilà, moi j'étais censée partir dans un beau projet de mer qui était la Mini Transat. Et puis une fois que j'ai pu acheter mon bateau, et bien en fait j'ai des problèmes de santé qui se sont enchaînés et qui ont rendu tout ça impossible selon les médecins. Donc j'étais bien avec plus un rond et même moins plein de ronds, avec une santé pourrie et bref, en gros une situation qu'on peut qualifier de gros échecs. Et bien en fait c'est aussi cet échec qui m'a permis de faire la rencontre d'un petit bateau, Taratari, qui avait été construit par Corentin de Châtel-Perron, un bateau qui est fait à 40% de toile de jute et de résine polyester. Et Corentin venait de faire un joli voyage, une belle épopée entre le Bangladesh et la France. Et moi, je le rencontre à un moment où j'apprends que je dois être encore réopérée. Et il me demande ce que j'ai, donc je lui dis. Et puis je lui dis, mais toi, t'as pas l'air d'aller non plus. Et Corentin me dit, moi non plus, je ne sais pas quoi faire du bateau. Et dans 4 jours, je repars au Bangladesh. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer à faire naviguer ce petit bateau. Et de manière générale, je trouve que c'est chouette quand certains ont des idées ou initier quelque chose, de pouvoir prendre le relais. C'est cool aussi. Et ce que je pensais être une aventure qui allait me prendre 6 mois de vie est en fait devenu un mode de vie, je dirais, parce que en fait cette première grande partie a duré 5 ans. J'ai dû faire une pause et puis je repars avec Taratari. Taratari, à bord, il n'y a pas de moteur. Enfin, Corentin en avait un, mais moi, ça me fatiguait, c'était bruyant et ça sentait pas bon. Et puis, il y a toute une philosophie qui accompagne ce bateau, déjà parce qu'il est au ras de l'eau et qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a de la place pour tellement rien que tout est vite en trop. Donc, il faut trouver la chose, le bidule qui va avoir plein de fonctions. Et comme ça, on réduit au maximum et c'est super parce qu'en fait, ne rien avoir, ça permet d'être créatif et donc d'avancer encore. Alors j'avançais ou je reculais avec le vent selon les jours. J'étais à 20 cm au-dessus de l'eau ou à 20 cm sous l'eau selon les jours. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, mais j'ai toujours avancé et ça m'amuse et me surprend parce que souvent on me dit « Oh, tu fais ça à l'ancienne ». Et moi, je trouve qu'avec Taratari, ce qu'on vit, c'est extrêmement moderne. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'appartienne qu'au passé, tout ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est cette manière d'avancer, où finalement, on se libère de plein de choses qui ne sont pas si nécessaires, permet en tout cas d'accéder à des voies d'un bien-être chouette, sans grands exploits de conquête de je sais pas quoi et de nombre de kilomètres parcourus ou de milles nautiques ou de je sais pas. Je crois qu'on peut tous s'épanouir et se réaliser avec pas grand chose parce que souvent les toutes petites choses procurent de grandes émotions et que souvent juste de s'occuper de s'intéresser aux personnes qui sont à côté de nous, déjà
c'est une grande et belle aventure qui nous est accessible. Moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans la vie, mais je crois que quand on boire une gorgée d'eau ou faire un pas est déjà quelque chose d'impossible, on revoit son niveau d'exigence et sa satisfaction à... Merci pour ce ravissant gobelet en plastique. C'est plus pour mettre de l'eau. Ouais, j'ai compris. Et dans une bouteille en plastique aussi. Non mais je plaisante, c'était facile. Du coup, vive les gourdes. Ouais, je veux bien de l'eau dans le plastique. Merci beaucoup. Bon, non, mais je plaisante. Mais en fait, non, je plaisante pas du tout. On est capable de ce genre de petites choses et c'est chouette de le faire. Et je pense que mon discours, alors, on me parle de... Oui, parce que donc, j'apprends au bout de 10 mois en mer que j'ai une maladie incurable où il y a 7 médecins qui me regardent de traviole pour m'expliquer qu'en gros, il y a 80% de mon corps qui est handicapé, a priori par les neurones. Cool. Et du coup, j'ai eu une question. Je leur ai dit, est-ce que je vais mourir de ça? Ils m'ont dit directement, peut-être pas. Enfin, peut-être parce qu'en fait, les chercheurs cherchent et n'ont pas encore trouvé exactement, mais pour le moment, on croit que non. Alors, je dis, très bien. Alors, je vais vivre avec. Et puis, j'ai continué mon voyage. Voilà. Pour moi, la maladie fait intégrante de moi, comme si je suis blonde, gauchère, brune, droitière ou ce qu'on veut. Et j'ai compris que accepter, accueillir ça, c'est pas me résigner à la maladie et tout, c'est juste que avancer avec. Je me dis que si la maladie m'a empêché de faire mes mini-transats et de la course au large et tout ça, si la maladie m'empêche à un moment donné, parce qu'elle fait comme ça, et parfois je peux ni marcher, ni me nourrir, ni me laver toute seule, rien du tout, si je peux même pas boire une gorgée d'eau dans ce merveilleux gobelet, voilà, c'est bon. En fait, je me dis que si elle m'empêche tout ça, si elle me donne une incapacité, alors c'est qu'elle doit me permettre d'autres choses. Par exemple, la maladie m'a permis d'être disponible à la rencontre avec Taratari et de continuer et d'entreprendre quelque chose qui finalement me correspond 10 000 fois plus que tout le reste. On me met sur un grand... Ça arrive souvent, on me met sur un grand bateau de plaisance, mais je m'emmerde à fond parce qu'en fait, ça me parle moins. Et voilà, et je crois que toutes ces choses qui sont en nous, qui nous font nos forces, nos faiblesses, pour reprendre des grands mots, je crois juste que si on arrive à vivre avec, c'est pas renoncer au combat, c'est juste trouver un moyen pour atteindre la solution, l'essence même de ce qu'on vise, mais dans un moyen qui soit pas une lutte agressive et méchante, parce que dans ce cas-là, c'est subi, il y a de la résistance, il y a tout ça, et là, c'est violent. Et pour moi, c'est exactement la même manière que j'arrive à m'émerveiller en voyant une fleur naître, une racine qui prend dans de la terre. Et ça m'arrivait parce que j'étais à Carpath beaucoup. Et j'avais un peu que ça à faire de voir mes petites fleurs qui poussaient sur le balcon. Et c'est un épanouissement. Alors, c'est une expérience qui se fait avec le temps qu'on ne prend plus assez souvent. Mais c'est chouette, et c'est une aventure, ça, qui est accessible à mon avis à tout le monde si on en prend le temps. Et voilà, et je pense qu'avec tous, on a tous 10 millions de problèmes, et c'est génial de rouspéter parce que ça marche pas, mais en revanche, c'est génial aussi d'apprendre à vivre avec ça, pour se dire, j'ai peut-être ça qui me saoule, mais en fait, je peux en faire quelque chose de bien pour... Voilà, atteindre mon rêve, ou même si c'est un grand mot, un rêve, vivre quelque chose de fort. Et ça, c'est accessible. Et je pense que Bernard Moitessier, il nous a transmis dans ses écrits des choses magnifiques. Je suis sûre qu'il avait aussi plein de défauts, parce que là, on lui dit qu'il est génial. Je suis sûre qu'il avait aussi ses défauts. Et je suis sûre qu'il a réussi à trouver... Non, mais je sais pas, je ne connaissais pas, mais je me dis qu'il a dû aussi, lui, composer avec ces trucs pour peut-être certainement les accepter et trouver sa voix, ses voix, et avancer encore. Et moi, je me dis, c'est ça, tous les jours, c'est ce non-combat, mais cette non-résignation. Je fais un peu le compliqué si je le raconte, mais moi, je me comprends. En tout cas, je me sens heureuse de cette vie super simple, et simplicité de moyens économiques, et simplicité de moyens physiques. Et voilà, et de rendre tout plus accessible, de se regarder dans les yeux quand on se parle, si on se demande ça va, et d'écouter la réponse.
ou de sentir si elle est vraie ou pas, enfin de s'intéresser aux autres, aux fleurs, aux arbres, à tout, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'est cool. Et voilà, vivre simplement, c'est chouette, et je crois que c'est une aventure qui nous est accessible à tous. Alors, essayez quoi, essayez ça, la simplicité, la sobriété, l'optimisme, tout ça, tout ça. Voilà, merci pour l'invitation en tout cas, et pour l'écoute. Merci à Capucine Trochet. Noémie Gallic et Antoine Ferrec, eux aussi les nouveaux Tamata, ambassadeurs je parle très mal anglais, je parle pas du tout breton, en tout cas c'est du Low Tech Lab, c'est quelque chose comme ça, laboratoire de basse technologie, c'est ça? Bon, etc. Cette association vise la diffusion des low technologies par le biais d'expéditions d'expérimentation. Noémie Gallic et Antoine Ferrec. Merci. Donc bonjour à tous. Donc nous on est au Low Tech Lab. C'est une association qui a été créée par Corentin de Châtel-Perron, donc vous avez un peu entendu parler de lui. Donc c'est un peu notre mouette aussi à nous, puisqu'il n'hésite pas à aller s'échouer pendant 2 mois sur une plateforme au milieu de l'Indonésie pour tester les low-tech, voir si ça marche vraiment et si on peut vivre en autonomie avec. Donc voilà. Donc les low-tech, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quelque chose qui est censé être donc utile, donc qui répond à un besoin de base, donc pas du gadget. Donc là peut être le besoin à avoir un toit, avoir de l'eau, de l'énergie, de quoi se nourrir. C'est quelque chose qui doit être durable, donc réparable, facilement fabricable par tout le monde et accessible et même disponible à tout le monde. C'est pour ça que le site a une plateforme sur internet, sur son site, donc on peut retrouver plein de tutos pour fabriquer soi-même des low-tech, donc que ce soit des chauffeurs solaires, des chauffe-eau solaires avec des matériaux de récupération comme juste des grilles de frigo et 2-3 tuyaux, et on en fait un chauffe-eau solaire et on économise beaucoup d'énergie. Et ensuite aussi que ce soit accessible à tout le monde. Donc du coup c'est pour ça que les plans et les moyens de fabrication sont disponibles sur le site internet pour les refaire chez soi, et qu'elles ne coûtent pas cher et que voilà. Et donc Noémie va vous présenter un peu les autres projets du Low Tech Lab. Donc, comme commençait à l'expliquer Antoine, le Low Tech Lab, c'est une association qui, elle, veut promouvoir les low-tech. Donc vous avez vu un petit peu la définition. Et l'idée, c'est de le promouvoir, mais pas en imaginant créer des nouvelles choses, mais déjà tout d'abord en cherchant ce qui se fait. Puisque à la base, Corentin et tous ses copains qui étaient un peu partis sur l'idée qu'il fallait trouver d'autres moyens de subvenir à nos besoins, se sont dit, il y a forcément des gens dans le monde qui ont déjà trouvé des solutions accessibles avec leurs moyens. Donc l'association marche beaucoup par des expéditions, des aventures qui vont à la rencontre des acteurs et des personnes innovantes qui ont déjà prévu des systèmes qui fonctionnent. Et l'idée du coup c'est de voir avec eux comment ça marche, d'essayer de documenter et d'expérimenter pour être sûr que du coup c'est une technique que nous on trouve vraiment utile. Et après ça, l'idée c'est de la partager au plus grand nombre. Donc ça va par d'abord expédition, puis expérimentation, et enfin, comme l'a dit Antoine, via la plateforme, on diffuse tout ce qui a été plus ou moins validé et qui est vraiment intéressant au niveau sociologique, économique et environnemental. Donc dans cet objectif-là, on a en ce moment 3 projets différents. Donc le premier projet, celui que peut-être vous connaissez le plus, parce qu'il est quand même pas mal relayé sur certains médias, notamment sur Arte en ce moment où il y a une petite émission, c'est le projet Nomades des mers. Donc en fait c'est un équipage dont le président de l'association Corentin de Châtel-Perron qui est parti autour du monde à la rencontre des innovateurs low-tech et donc qui a effectivement documenté, comme je vous l'ai dit, tous les systèmes qu'on trouvait intéressants. Donc le projet au début c'était de faire le tour du monde. Là ils ont dû faire en 3 parties pour faute de budget, mais la première partie est passée de France jusqu'en Indonésie. Ça a duré à peu près 2 ans. Là ils ont documenté à peu près une 30aine de systèmes qui ont été documentés et expérimentés, puisque le bateau c'est un catamaran qui sert aussi de laboratoire. Et donc sur ce laboratoire, l'idée c'est de se servir des systèmes pour vivre en autonomie plus ou moins complète, et donc de valider l'utilité de systèmes low-tech. Maintenant, là, ils ont repris une deuxième partie de l'expédition, donc ils sont partis d'Indonésie, ils ont été à Taïwan, Japon, et ils vont continuer comme ça après la traversée du Pacifique pour continuer à sourcer d'autres technologies, puisque d'autres cultures, donc peut-être d'autres manières de faire les choses ou d'autres besoins. Là, par exemple, ils ont fait quelque chose qu'on pourrait croire high-tech, mais avec peu de moyens. Là, ils sont sur un ordinateur low-tech
Donc l'idée c'est d'avoir un ordinateur qui permet d'avoir simplement les besoins de base, donc se documenter sur des systèmes concrets, des choses importantes, par exemple juste un accès à Wikipédia ou à d'autres plateformes, notamment le site du Low-Tech Lab pour accéder aux tutoriels. Et donc c'est un ordinateur qu'on peut faire soi-même avec environ 30 € et peut-être des objets de récup comme un ancien écran qui ne servait plus à un autre ordinateur. Et donc tout ça, par exemple, c'est quelqu'un au Japon qui a commencé à fabriquer ça avec une petite carte qu'on trouve facilement. Et donc c'est un des systèmes qui sont en train de sourcer sur cette deuxième partie d'expédition. Là, je sais pas, je crois qu'il rentre en juillet pour encore continuer du coup la recherche des futures low technologies qu'ils vont trouver dans la troisième partie. Donc ça, c'est pour le projet Nomade des mers. Il y a aussi un livre qui est sorti qui explique à peu près toutes les low-tech qu'ils ont sourcés, les acteurs qu'ils ont rencontrés et à peu près les projets. Donc le deuxième projet du Low-Tech Lab, c'est un projet qui, lui, cherche toujours à diffuser les low-tech, mais cette fois-ci, ils se sont rendus compte que ce qu'ils sourçaient autour du monde, c'était peut-être pas forcément adapté à nos besoins, par exemple en France ou dans les régions plus occidentales. Donc ils se sont dit, très bien, on a vu des choses incroyables qui pouvaient aider plein de personnes dans leur vie de tous les jours, mais est-ce que nous, les Français, on sera prêts à les adopter pour chez nous? Est-ce que du coup c'est quelque chose qui sera réalisable ou pas? Donc ils ont plutôt été, par exemple, l'exemple qu'ils aiment bien donner, c'est la cuisson au bois. Il y a plein de pays où c'est quelque chose qui marche très bien, mais nous ici, on ne va pas demander à notre voisin de cuisiner au bois parce que ça va consommer moins d'énergie. On n'a pas cette culture-là. Donc l'idée, c'était d'aller chercher des nouveaux systèmes de low technologie, mais cette fois en France. C'est pour ça qu'il y a un deuxième projet qui, lui, est parti en expédition, toujours parce qu'on aime bien le système d'expédition. Ils sont partis en expédition en Tour de France, et ils ont rencontré tous les acteurs de la low-tech ou des personnes qui ont innové chez elles, mais en France. Donc ils ont trouvé des systèmes qui étaient déjà utilisés, et après les avoir recherchés, ils se sont dit c'est très bien, on va les partager parce qu'ils nous plaisent, mais avant de les partager, on veut les expérimenter nous-mêmes pour pas dire aux gens regardez c'est miraculeux, on peut avoir un frigo sans énergie, sans électricité, alors que ça va pas marcher au final. Donc c'est pour ça qu'ils ont conçu une petite maison qu'ils ont aménagée avec une quinzaine de systèmes de low technologie qu'ils ont trouvés pendant leur tour de France. Et là l'objectif c'est pendant 6 mois qu'ils habitent dedans et que suite à leur expérience ils puissent dire tel système est amélioré, tel système fonctionne très bien et c'est une bonne idée de le diffuser et d'essayer de faire en sorte que tout le monde l'ait chez soi parce que économiquement c'est super intéressant, environnementalement l'impact est beaucoup mieux, ou à l'inverse du coup on a tel système, on pensait que c'était génial et ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça que dans le Low-Tech Lab on a toujours une phase d'expérimentation qu'on considère très très importante pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Là, la maison Low-Tech, elle est encore en expérimentation avec eux, et avec un organisme qui aide à faire des mesures pour être sûr de l'impact environnemental et économique. Et après ces 6 mois, elle va être accessible au public pour que ce ne soit pas que des gens comme nous qui sommes déjà convaincus, qui l'ayons testé, mais des personnes curieuses qui ont un mode de vie tout à fait normal et qui ont envie de s'y essayer pour donner leur avis, être convaincus et partager un petit peu l'expérience pour voir si effectivement chez eux ils seraient prêts à mettre ce genre de système. Donc ça c'est le deuxième projet. Et on en arrive au troisième. Tu veux faire le troisième projet, Antoine, ou pas? Antoine va expliquer le troisième projet, puisque c'est le communicant de ce projet, donc ça sera encore mieux. Donc du coup, le troisième projet, c'est un projet qui s'appelle le projet Agami et qui est dans la suite des expéditions du Low-Tech Lab, qui avant était en bateau et maintenant on va changer un peu, on va passer sur la terre avec une voiture, mais c'est une voiture qui va avoir comme objectif de remplacer tous les matériaux issus du pétrole par des matériaux naturels. Essayer de voir si on peut réfléchir à d'autres types de carburants qui sont un peu plus entre guillemets low-tech, donc avec récupération d'huile ou en récupérant des plastiques recyclés pour faire du carburant. Et donc cette expédition, elle a comme objectif du coup, la voiture elle est fabriquée à Madagascar dans un atelier-usine qui fait de l'économie sociale et solidaire. Et l'objectif c'est du coup de la faire revenir en France et pendant ce voyage aller à la rencontre des initiatives low-tech et d'entrepreneuriat solidaire et social, tout en testant, voir si les matériaux et les techniques low-tech sont adaptables à la mobilité. Ce que du coup on peut préciser sur ce projet, c'est qu'il est dans la poursuite de ce que racontait tout à l'heure Capucine sur Taratari, le bateau en toile de jute, puisque après avoir fait un premier bateau, donc à peu près 40% en toile de jute, Corentin en a fait un deuxième, cette fois 100% en fibre de jute avec un matériau qu'ils avaient élaboré eux-mêmes au Bangladesh. L'objectif là-bas, c'était de valoriser la culture du jute, qui est une plante qui contribue beaucoup à l'économie là-bas et qui était en train d'être un peu abandonnée parce que l'utilité qu'on lui connaissait beaucoup, c'était pour les sacs à patates. Donc la valeur ajoutée n'est pas très importante, ce qui fait que toutes les personnes qui vivaient du jute là-bas étaient en difficulté. Donc l'objectif, c'était de trouver d'autres marchés sur lesquels le jute pouvait être intéressant.
Et c'est pour ça que maintenant, nous, on continue toujours l'étude de ce qu'on peut faire avec le jute dans les matériaux, mais cette fois sur le marché automobile, puisque là, il est en train de bien prendre en Inde et au Bangladesh. Ils sont en train d'arriver à ces solutions de déplacement pour gagner du temps. Et l'idée, ce serait que ce soit génial qu'ils arrivent à consommer moins en se déplaçant. C'est-à-dire que, par exemple, avec le jute, on a un gain de poids qui est impressionnant, donc des consommations inférieures, enfin impressionnant. On a un gain de poids par rapport à la fibre de verre qui est quand même non négligeable. Le jute, c'est un matériau naturel qui consomme, par exemple, par rapport au coton, 1000 fois moins d'eau à cultiver. Donc il y a des choses intéressantes à faire avec ça. Et donc l'objectif de réintroduire le jute sur des marchés comme ceux de l'Inde et du Bangladesh, c'est effectivement de permettre à l'économie bengali de reprendre un peu, de vivre correctement avec ça, et en même temps de ne pas faire n'importe quoi en important des matériaux d'Europe pour faire leurs voitures là-bas. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Juste si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à aller sur le site du Low-Tech Lab, donc lowtechlab.org, nous suivre aussi sur Facebook, et regarder les épisodes quand ils sortent sur Arte de Nomades des Mers. Et si l'habitat vous intéresse, il y a une web-série sur YouTube, donc En quête d'un habitat durable. Marie-Jeanne Trapp, tu nous racontes ta rencontre avec Bernard Moitessier et tu réalises en cours un rêve, tu es en cours de réalisation d'un rêve. Il faut souhaiter que pour Capucine, ce rêve perdure longtemps. Et donc toi, c'est la construction d'un éco-hameau, dans le sud de la France. Et quand j'ai été amenée à le lui renvoyer, je ne l'avais évidemment pas fini, parce que c'est un long travail. Il a accepté que je photocopie tout le texte, et il m'a envoyé régulièrement les nouveaux chapitres. Et moi, évidemment, au fur et à mesure que j'écrivais, je lui envoyais ce que j'avais à dire de son thème à travers ma grille de lecture. Et ça a donné naissance, dans un premier temps, à un ouvrage à compte d'auteur. Et grâce à Bernard, il a fini aux éditions chez Bertrand de Quentin, aux éditions L'Encre de Marine, en 1994. Bon, c'est très vieux, maintenant le livre est épuisé. Mais tout ça pour expliquer que pour moi, c'est vraiment l'image de « il faut essayer, il faut tenter ». Il m'a fait confiance, une confiance absolument inouïe. Il savait que je n'allais pas jeter son manuscrit, enfin, que j'allais l'utiliser à bon escient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et d'ailleurs son thème le confirme. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, c'est pas du tout le lieu. Mais il a cette intuition, cette certitude intérieure de celui qui sait qu'il est sur la juste voie, sur le chemin, sur le bon chemin, et il y va. Il ne réfléchit pas pendant des heures, il fonce. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, donc, moi je suis dans une autre aventure. Depuis 2013, j'ai rencontré un autre Bernard d'ailleurs, c'est un peu étonnant, qui a lui aussi, Bernard a mis 8 ans et demi pour écrire Tamata et l'Alliance. Le Bernard dont je parle aujourd'hui, il a mis 10 ans à voir, à ce que voit le jour son rêve d'éco-hameau. Alors qu'est-ce que c'est? Bernard et Nicole sont un couple de gens de ma génération, donc soixantaine passée, qui ne voulaient pas vieillir dans leur coin et qui étaient très branchés sur les constructions écologiques qui permettent de vivre un peu plus en harmonie avec le milieu naturel et dans l'environnement local. Donc ils ont conçu de faire un éco-hameau intergénérationnel où on mettrait en œuvre la mutualisation des énergies, le partage, la solidarité, et pour que ça devienne un peu plus accessible, ça reste à prouver parce qu'il y a d'autres problèmes dont je peux éventuellement parler, en autoconstruction. Donc ils ont lancé ce projet, et en 2015 nous avons enfin trouvé un terrain, parce qu'il faut vous dire que si ça a mis 10 ans, c'est que je viens du Var. Dans le Var, le foncier est très très cher, et d'une. Ensuite il fallait trouver un terrain qui permette à un certain nombre de familles de pouvoir se déployer, de pouvoir vivre. Ensuite il fallait trouver une équipe au niveau humain qui soit solide. C'est pas la moindre des choses. Et donc en 2015, on a réussi à payer un terrain, je vous passe les détails au niveau financier, et on a commencé à construire, disons, du moins à viabiliser cette parcelle qui fait presque 1,5 hectare, qui est au bord d'une zone naturelle, avec de la forêt. Enfin, on a un très beau terrain. Et il se trouve qu'au bout de 2 ans, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, quand nous avions fini nos VRD, les voiries, donc, a sauté, il a été annulé.
Donc nous nous sommes retrouvés, environ une dizaine de familles, dans nos mobil-homes sur le terrain qui était viabilisé, à attendre que l'administration veuille bien réhabiliter le PLU pour qu'enfin nous puissions construire nos maisons. Donc ces 2 années ont fait un peu de dégâts au niveau humain. Les jeunes couples ont eu beaucoup de mal à tenir, du moins certains. Avec de jeunes enfants, mobil-home, c'est pas toujours simple. En 2017, le PLU a été rétabli grâce à l'aide du maire, il faut que je le souligne. Et donc depuis, nous avons commencé les constructions de nos maisons. Alors à l'heure actuelle, nous ne sommes plus que 5 et il nous reste encore 9 parcelles à pourvoir. Parce que le terrain est conçu, alors je vous explique un peu comment ce hameau est conçu. Il y a en gros 1 hectare, 400 mètres, 1,4 hectares de terrain. Il a été prévu 14 familles pour que chaque famille achète 1000 mètres carrés. Ces 1000 mètres carrés, dans ces 1000 mètres carrés, 220 sont à usage privatif et tout le reste est à usage collectif pour un atelier, pour des jardins, pour une maison commune, pour une piscine naturelle, des choses qui permettent le vivre ensemble de façon agréable et harmonieuse. Donc, j'ai perdu le fil. Où j'en étais ? 14 familles. Ah oui, 14 familles. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes plus que 5, merci. Nous ne sommes plus que 5 à construire et nous attendons que d'autres personnes nous rejoignent. Donc la méthode de construction, c'est une méthode qui vient du Canada, qui s'appelle la méthode Greb, qui est assez facile, assez légère, quelque peu épuisante quand même, je ne peux pas le cacher, j'y suis à fond à la caisse en ce moment. C'est une méthode qui est basée sur une ossature en bois, avec 45 cm d'épaisseur de mur dans lesquels on met des bottes de paille jusqu'au toit. Le toit sera végétalisé et les maisons sont mitoyennes dans un souci d'économie d'emprise au sol et elles sont aussi à 2 étages dans le même souci d'économie d'emprise au sol pour laisser un maximum d'espace pour les activités collectives. Donc à l'heure actuelle, nous avons fini une maison au niveau de la paille, nous en attaquons une deuxième. Et pour ces travaux-là, qui concernent le hors d'air, hors d'eau, tous les travaux se font en commun. Je travaille dans la maison des autres, les autres travaillent dans ma maison. Et après, quand on en arrivera aux intérieurs, on se débrouillera, on continuera de s'entraider, mais au bon vouloir des uns et des autres. Alors que pour le hors d'air, hors d'eau, celui qui entre dans le projet, il accepte cette règle. Du moins pour cette partie. Parce que comme il y a des gens pour qui la construction, que la construction peut effrayer, on a envisagé qu'ils puissent, s'ils en ont les moyens, de faire construire. Surtout que ça ne soit pas restrictif au niveau des gens qui sont intéressés. Donc voilà où on en est en ce moment. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la philosophie de Bernard, qui est très proche de ce que nous vivons, c'est que, par exemple, au niveau humain, les gens avec lesquels je suis, je ne les ai pas choisis. On s'est rencontrés autour d'une idée, autour de valeurs. On n'a pas tous forcément, dans le fond, toujours des accointances, mais nous sommes obligés, et je dis nous avons l'obligation, mais pas dans le sens d'une contrainte du tout, dans le sens d'aller vers un mieux-être ensemble, de nous aider mutuellement et d'accepter et d'être tolérants les uns envers les autres. Et ça me ramène inévitablement à cette phrase que Bernard a souvent écrite et dite sur les ondes. Le premier travail à faire sur cette terre, c'est d'arrêter de se foutre sur la gueule. C'est exactement les termes qu'il employait, donc je me permets de les réutiliser. C'est-à-dire qu'il est indispensable que nous arrivions à nous entendre. Et si nous, dans nos petites vies, dans nos parcelles du quotidien, nous n'arrivons pas à faire de la place à l'autre, comment espérer que sur la planète, il y ait moins de guerres ? Nous sommes le monde, à mon sens, nous sommes le monde, nous ne sommes pas séparés du monde. Nous avons tous une parcelle de l'univers en nous. Et donc, à partir de là, essayons d'ouvrir nos portes et de ne pas cliver. Donc, c'est vraiment la philosophie qui m'anime. Et pour citer Bernard, j'ai vraiment envie de dire que lui a été un ensemenceur des champs du possible et quelqu'un qui pousse, qui a semé des graines, comme nous aujourd'hui on essaie de semer cette graine avec les éco-hameaux, on n'est pas les seuls, de loin pas, hein, malgré les difficultés, mais on espère effectivement
pouvoir servir pas de modèle, mais de source d'expérience pour que d'autres renouvellent la même chose et continuent sur ce chemin, parce que c'est peut-être une des seules portes de sortie que nous avons collectivement pour réussir à survivre à la crise de mutation que vit notre époque, de ce que nous sommes en train de traverser collectivement. Et puis voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je suis disposée à répondre à vos questions tout à l'heure, si vous en avez. Voilà, merci. Merci Marie-Jeanne. Puisses-tu être entendue. Puissions-nous être entendus. Il nous reste Michel. Merci Michel pour ta patience, qui est la dernière intervenante, qui est mais c'était passionnant, donc ça tombe bien. Michel, qui partage l'expérience d'une aire maritime éducative avec des enfants de CM2 des Anses d'Arlay en Martinique. Michel, je crois que tu es institutrice, hein, c'est ça. Professeur des écoles maintenant, hein. Voilà. Je sais pas. Moi j'aime bien maîtresse d'école. Donc voilà, je suis Michel Rollin et je suis donc maîtresse d'école aux Anses d'Arlay en Martinique, en classe de CM2, et je vais vous parler de l'aire marine éducative que nous avons créée il y a 2 ans en Martinique, dans la baie de Grande-Anse. Je vais aussi surtout vous parler des aires marines éducatives en général, de ce concept. Je voudrais savoir, là, parmi les gens, combien de personnes connaissent ça? Parce que je me rends compte, en discutant tout à l'heure, ça fait 2 personnes. 3, 4, bravo. 4, voilà. Donc j'espère que voilà, d'ici 10 minutes, il y a tout le monde qui va lever le doigt. Hein, je ferai un test. Des aires marines éducatives qu'on appelle plus facilement AME, et on aime bien appeler AME parce que ça fait âme. Et comme un d'œil à Bernard Moitessier, nous aussi on veut sauver notre âme. Donc voilà. Donc la première aire marine éducative a vu le jour aux Marquises. Ça aussi c'est un beau clin d'œil à Bernard. Donc dans l'île de Tawata, où un groupe d'enfants a émis le souhait de sauver, de vouloir prendre en charge sa baie, la plage qui se trouvait devant son école, parce qu'il y avait des menaces sur le récif corallien. Donc ils ont commencé à inventer ce projet. Par la suite, l'année suivante, il y a 6 aires marines éducatives qui ont vu le jour aux Marquises. Et pour un peu consolider le concept, on a créé, cet ensemble de projets a été consolidé sous le nom de projet Pukatai, qui veut dire corail en marquisien. Donc, ensuite, en 2015, lors de la COP 21, il y a eu une signature de partenariat entre le gouvernement polynésien et la ministre de l'écologie, de l'environnement, la mer et de l'énergie, qui était Ségolène Royal. Il a été donc signé un partenariat afin de consolider le concept et la philosophie polynésienne des aires marines éducatives, afin de les étendre, mais surtout aussi de les étendre au niveau national, donc la métropole et les départements d'outre-mer. Donc en 2016, en France, 8 aires marines éducatives ont vu le jour, dont 2 en Bretagne, 2 sur la côte méditerranéenne, une en Corse, une à La Réunion, une en Martinique. C'était pas encore la mienne, la nôtre. Et voilà. En 2017-2018, 50 aires marines éducatives ont vu le jour, dont cette fois Grande-Anse. C'est là que nous nous sommes inscrits avec 3 collègues. Donc ça représente 4 classes, à peu près une centaine d'élèves sur les Anses d'Arlay qui ont pris en gestion leur territoire proche, juste là où ils vivent. 2 classes de 6e et une classe de CM1, une classe de CM2. Du côté de la Polynésie, ça fonctionne toujours et il y a beaucoup d'aires marines éducatives qui ont vu le jour, mais en mode autonome, puisqu'ils ont été les créateurs du projet. Ils fonctionnent de façon autonome. Et aujourd'hui, il y en a un peu de partout, donc dans les Marquises, mais aussi bien les Tuamotu, les îles australes, et c'est même venu jusqu'à Rapa Nui, donc l'île de Pâques. Donc c'est un concept qui s'étend. Et je me suis renseignée donc, pour savoir lesquels étaient près de chez vous. Il y en a beaucoup, donc il y en a déjà 18 en Bretagne.
Alors j'ai noté les noms, il y en a une à Pluneret, c'est pas loin, non? Ouais. Bon, d'accord. L'île d'Ar, c'est bon aussi? Locmariaker? Ouais. Plouarnel. Plouarnel? Ouais. Saint-Pierre-de-Quiberon, Etel, Arzon et Larmor-Baden. Donc, sachez que sur toutes ces communes, il y a une classe d'enfants qui a pris en charge avec son professeur, bien sûr, et je vais l'expliquer comment ça fonctionne, une zone délimitée de son littoral pour essayer d'être vraiment complètement gestionnaire de cette aire. Alors, qui gère ça au niveau national? C'est l'Agence française de la biodiversité, l'AFB, qui est basée à Brest. Et c'est monsieur François Morisseau qui s'en occupe. Et c'est en partenariat avec le ministère de l'écologie, de l'environnement, je ne sais plus comment. Enfin voilà, de l'écologie et de l'éducation nationale. Voilà. Donc, il a été créé une charte à laquelle chaque participant et enfant doit adhérer. Et à la suite du travail sur plusieurs mois, un an, un label est décerné. L'aire marine est labellisée, symbolisée par la position d'un pavillon, mais bon, voilà, c'est la récompense. Et un livret à destination des enseignants a été fait. Il y a toujours pour une aire marine éducative plusieurs parties, donc les enfants avec leurs enseignants. Il y a un référent qui va être une association de protection de la mer, comme les parcs marins nationaux, ou ça peut être une association. Nous, chez nous, c'est l'association POEM, qui est une association de protection des mammifères marins. Donc voilà les objectifs de l'aire marine éducative. Donc, sur l'aire qui a été délimitée sur la carte par les enfants, c'est le premier travail, choisir exactement qu'est-ce qu'on protège au niveau littoral, mais aussi au niveau de la partie mer. Hein. Donc le premier objectif, c'est de développer l'éco-citoyenneté chez les enfants, la conscience, mais aussi l'éducation au développement durable. Le deuxième objectif, c'est de renforcer la protection des milieux, mieux les connaître et surtout les protéger, enfin aider à les protéger. Et le troisième, c'est de créer une synergie territoriale entre la communauté éducative, les usagers de la mer, mais aussi les collectivités territoriales. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble, chacun a des intérêts, tout le monde arrive à trouver ensemble et faire émerger un équilibre, un rapport équilibré entre la société et le développement durable. C'est-à-dire que faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est décidé ensemble. Et qui en sont les acteurs principaux? Les enfants. C'est eux qui font les démarches, qui écrivent, qui vont voir le maire, etc. etc. Donc il y a trois principes. Et là, on rejoint encore... J'étais touchée par les mots de Véronique tout à l'heure, parce que c'est vraiment les trois principes, et Roland Jourdain aussi, les trois principes de Bernard Moitessier. Connaître la mer, connaître et aimer, vivre et agir et transmettre. D'accord? On peut pas préserver quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas. Donc la première action est de créer un lien fort entre notre âme, notre AME, avant de s'interroger sur sa protection, sa préservation. Donc nous, je vais vous illustrer par rapport à toutes ces idées un peu générales. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a premièrement délimité Grand'Anse. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette baie. C'est donc une grande plage, il y a un petit bout de mangrove, il y a du Cap Salomon à la Pointe Les Arbres, on a tout pris. Nous, on voulait qu'ils en prennent qu'un petit bout, ils ont tout pris. Donc on est allé à la découverte sur le terrain des habitats, mangroves, plages, au niveau sous-marin, les récifs coralliens et les herbiers pour les tortues. On est allé à la découverte des espèces animales et végétales. On a la chance à Grand'Anse et aux Anses d'Arlay d'avoir à peu près 80 grosses tortues marines vertes, des tortues vertes et aussi des tortues imbriquées qui vivent là et que l'on peut voir très très facilement.
Et bien sûr, les enfants, leur priorité, c'est de protéger les tortues qui peuvent avoir, qui ont plusieurs menaces qui peuvent vivre sur elles. Donc à la suite de ça, vivre la mer, c'est quoi? C'est connaître aussi toutes les personnes qui vivent de la mer et connaître les métiers de la mer, comme on est allé à la rencontre des pêcheurs, on est allé à la rencontre des plaisanciers, des plongeurs. Il y a à peu près 5 clubs de plongée sur la plage de Grand'Anse, et les restaurateurs, les touristes, les agents d'entretien qui ramassent tous les jours les déchets sur la plage, les habitants. Aller connaître toutes leurs préoccupations, leurs intérêts, leurs doléances. Les enfants font des interviews, on passe beaucoup de temps sur le terrain. De là, on se pose des questions et on se dit, quels sont les dangers? Quels sont les dangers quelles sont les menaces qu'il y a sur ces habitats, sur ces espèces animales et sur ces espèces végétales? Et on a déterminé pour nous 7 enjeux. Il y a la pollution visible, bien sûr, les déchets, les macrodéchets. Il y a la pollution chimique, les hydrocarbures, mais aussi tout ce qui est les eaux usées. Il y a la pollution lumineuse, parce que les lumières, elles empêchent les tortues il y a des pontes de tortues sur nos plages, et la lumière empêche les tortues d'aller naturellement vers la mer, puisque la nuit, les tortues, la lumière reflète sur la mer, la lumière des étoiles, la lumière de la lune. Il y a aussi la pêche quand elle est mal gérée, les ancres des bateaux. Les ancres des bateaux qui abîment les fonds, et en particulier les herbiers de tortues. Il y a les espèces invasives. Chez nous, on a le poisson-lion qui est arrivé par accident lors du cyclone Katrina en Floride. Floride, ouais. Caroline. Enfin bon, par là. Louisiane, voilà. Il y a un aquarium qui s'est cassé, un gros aquarium qui a libéré des poissons-lions qui sont arrivés aux Antilles, qui n'ont rien à faire aux Antilles, parce qu'ils n'ont pas les prédateurs qu'ils ont naturellement aux Philippines, par là, dans l'océan Indien, des gros mérous. Et donc, du coup, il y a vers les Bahamas, et puis c'est arrivé jusqu'en Martinique, il y a des récifs qui sont décimés par les poissons-lions. Il y a aussi une algue halophile qui, justement, parfois, avec les ancres des bateaux qui détruisent la nourriture principale des tortues vertes, eh ben, ça racle un peu, ça fait des trous, et au lieu de pousser herbe à tortue, ils poussent de la mauvaise herbe. Donc en fait, on se répartit ensuite les tâches. Qui fait quoi? Et là, il y a ce qui est très très intéressant, c'est vraiment le côté citoyen de l'histoire, c'est qu'il y a un conseil des enfants de la mer. Et les enfants de chaque classe ont des délégués, on fait des réunions, et on essaye de faire qui fait quoi. Et surtout, on leur pose la question, comment est-ce que vous aimeriez que votre aire marine soit? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? On leur fait réfléchir, qu'est-ce qui est bien maintenant que vous aimeriez qu'il soit encore? De quoi vous craignez? Et puis voilà, alors là on se partage les tâches. Nous sommes... on a travaillé tout d'abord sur les macrodéchets, donc on a fait plusieurs ramassages de plage, et en particulier sur les mégots. Les enfants ont fait des recherches, ils ont vu qu'un mégot polluait 500 litres d'eau, et il y a beaucoup de mégots sur les plages. Donc on a commencé à construire des prototypes de cendriers collectifs et les proposer à des restaurants. On travaille aussi beaucoup avec les scientifiques qui viennent étudier les tortues, pour mieux les connaître donc, et puis des scientifiques qui travaillent sur les microplastiques. Et voilà. Et sur le poisson-lion également, puisque nous avons appris comment est-ce qu'on l'attrapait. Vous savez, il est très dangereux, le poisson-lion. C'est un genre de rascasse avec des épines qui piquent, très dangereuses. Et on a appris des recettes, parce que une des solutions pour l'éradiquer, c'est le pêcher. C'est le seul poisson que les plongeurs ont le droit de pêcher en bouteille, parce qu'il faut essayer de l'éradiquer. Et on s'est rendu compte que c'était très bon. On a travaillé avec aussi un cuisinier de Grand'Anse, et on a appris des recettes, et on essayait d'expliquer aux gens qui allaient plonger, de leur expliquer les recettes, de faire goûter tout ça. Voilà. Donc le troisième volet, c'est transmettre. Bon, ben déjà, nous essayons de transmettre aux enfants, mais les enfants créent aussi des messages de protection, et
ces messages, ils vont essayer de les expliquer aux adultes. On a fait une conférence lors d'une exposition sur les éponges. Et sinon, on essaie de transmettre. Voilà. Nous, par ailleurs, comme je l'ai expliqué hier aux personnes qui m'ont entendu, on a un blog Manu et Martin autour du monde qui parle de tout ce qui concerne la mer. Et on essaie de faire connaître un peu nos activités. Et alors, on se rend compte, pour terminer, que cette expérience, elle est vraiment magnifique. Parce qu'on se rend compte que les enfants, bon, bien sûr, les adultes de demain, ils apprennent beaucoup. Tout à l'heure, je parlais avec Roland Jourdain. Il est intervenu avec son association Explore dans une aire marine éducative à Concarneau. Et il me dit, j'ai été bluffé. Je me suis fait envoyer balader par les enfants parce que tout ce que je leur expliquais, ils le savaient déjà. Et il dit, tant mieux, parce que ça veut dire que vraiment, c'est du bon boulot. Les enfants, ils sont conscients, il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Effectivement, ce sont les adultes de demain. Et moi, j'aimerais vraiment, si j'étais peut-être ministre de l'Éducation nationale, mais c'est pas gagné, que ce soit quelque chose qui devienne un peu obligatoire. Parce que essayons d'imaginer que toutes les écoles, parce que oui, il y a quelque chose de nouveau aussi, il y a maintenant, François Morisseau est en train de conceptualiser les ATE, c'est-à-dire des aires terrestres éducatives, ce qui fait qu'on pourrait imaginer que tous les enfants de toutes les classes s'occupent de leur petit territoire devant chez eux. Et si chacun, pendant quelques années, parce que c'est des projets qui durent quelques années, si chacun s'occupe de son petit territoire devant, je pense qu'on ira vraiment vers un monde... on peut essayer de changer quelque chose. J'entends souvent qu'on dit c'est trop tard, c'est foutu, etc. Moi, je crois qu'on n'a pas le droit de penser ça. On n'a pas le droit parce que on a des enfants, enfin en tout cas il y en a tout autour de nous et puis on leur laisse notre environnement, notre planète et il faut jusqu'au bout, même si c'est tout petit ce qu'on fait, on est tous tellement nombreux que ça fera un gros... Voilà, c'est pas un scoop que je vous dis, mais je le pense profondément et je crois qu'il faut le répéter. Voilà. Voilà, belle conclusion, Michel. Oui, avant de céder le micro à Eugène, on a bien bouclé, grâce à vous, l'ordre du jour, et donc il nous reste, on va dire une demi-heure pour des échanges, des témoignages et des questions.